Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Et si je me permets de reprendre l'intro dans laquelle on entendait jusqu'à aujourd'hui la douce voix de Pierre, c'est parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez entendu en début de podcast, tout simplement parce qu'on est en train de changer de jingle et que on en est encore un petit peu à l'étape du bricolage. Donc voilà, pas certain que vous l'ayez entendu, et puis si vous l'avez entendu 2 fois, eh ben ce sera pas très grave. Johan donc pour vous accompagner dans ce nouvel épisode qui sera l'épisode bilan de la saison régulière, et pour ce faire j'ai le plaisir d'être accompagné d'Elias. Comment ça va, Elias? Bah écoute, ça va bien, je suis content d'être de retour sur le podcast. On a survécu à cette saison un peu longue. Je pense qu'après avoir goûté au titre, des fades matchs de saison régulière de janvier et février commencent à être un petit peu inintéressant, donc on arrive au playoff, là, c'est la hype qui remonte, je suis content. Et ouais, ça y est, la période la plus intéressante qui démarre, et il y a aussi Vincent avec nous. Comment ça va, Vincent? Salut les gars, ça va super bien, je suis comme vous, envoyez-moi des Knicks, envoyez-moi des Cavs, qu'on se régale. Ouais, il va falloir patienter un tout petit peu. Mais avant donc de parler des playoffs, puisque pour rien vous cacher, on va sortir dès qu'on connaîtra notre adversaire, on vous enverra bien évidemment la preview du premier tour. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le retour en arrière, donc essayer de vous parler de ce qu'on a déjà vu. C'est pas toujours facile d'ailleurs de pas se projeter, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Cette saison régulière donc qui se termine sur un bilan très acceptable, hein, de 61 victoires pour 21 défaites, et qui du coup malgré voilà le côté un peu long, alors on se disait justement en off qu'il y avait peut-être une espèce de, bon, on va pas dire qu'on est blasé, mais c'est vrai qu'après le titre, forcément, la saison régulière, c'est quand même beaucoup moins intéressant, hein. On a tous hâte d'être au playoff. Une saison régulière quand même plutôt réussie, hein, je pense qu'on peut le dire, puisque le fameux sésame des 60 victoires, hein, qui est quand même considéré comme l'accomplissement, bon, on va pas dire ultime, mais voilà, quand une équipe atteint 60 victoires, c'est quand même une saison bien réussie. Bah, c'est la deuxième année de suite, hein, donc on arrive à 61 victoires cette saison. Une saison qui a été, alors moi qui suis du genre à me faire des petits tableaux, bah pour une fois ça ça m'aura servi. Petite case verte quand on a une victoire, et petite case rouge quand on a une défaite. Et quand je regarde ça, bah, c'est assez frappant en fait, c'est-à-dire que ça a vraiment été une saison en 3 temps. On a fait un début de saison assez correct, enfin même très très correct. On arrive au début du mois de décembre avec un bilan de 19 victoires pour 4 défaites. Et puis, à partir du 8 décembre, là, il y a du rouge. Il y a beaucoup plus de rouge. Et c'est une période qui va durer jusqu'au 30 janvier. Donc voilà, le mois de quasiment l'intégralité du mois de décembre jusqu'au mois de janvier. On est presque à une défaite tous les 2-3 matchs environ. C'était vraiment, je pense qu'on s'en souvient tous, la période vraiment pas la plus sympa à suivre. Je l'avais noté, on a quand même 11 défaites sur cette période-là, donc plus de la moitié des défaites de la saison qui se tiennent en moins de 2 mois. Et puis depuis le 30 janvier, donc une période beaucoup plus sympathique avec la 26 victoires, je crois, 26 ou 28, je sais plus, Vincent me corrigera parce que je sais qu'il l'avait noté, pour seulement 4 défaites. Donc là, on revient sur quelque chose d'assez sympa et d'assez motivant.
on va dire que la dynamique avant les playoffs est bonne en tout cas. On a essayé de vous proposer quelque chose d'un petit peu original pour ce bilan, donc on va revenir avec vous sur quelque chose de particulièrement positif sur cette saison. Ensuite, peut-être en premier d'ailleurs, sur quelque chose de négatif, comme ça on se garde le positif pour après. Et ensuite on parlera d'un match, d'une période, ou en tout cas d'un fait qui nous a particulièrement marqué. Donc on va démarrer tout de suite et je vais donner la parole à Vincent qui va donc nous parler en négatif d'efficacité au scoring et pas de n'importe qui puisque il va nous parler de nos deux options principales, à savoir Jason Tatum et Jaylen Brown. C'est cata, ça va faire gros râleur. Donc dans une saison comme ça, on évoquera des points plus positifs qui sont beaucoup plus nombreux que les points négatifs, bien sûr. Une des rares choses qui m'a chafouiné tout au long de la saison, c'est l'efficacité au scoring de Jaylen Brown et Jason Tatum, donc de nos deux plus gros joueurs. C'est un constat tout simple, les Jays, ils font tous les deux une saison en dessous de leur standard cette année. Donc par exemple, Jaylen Brown l'année dernière, il était à 1,16 points par tir. Cette année, il est à 1,11. Et Tatum, l'année dernière, il était à 1,22. Et cette année, il est à 1,17. Ils connaissent également tous les deux leur pire saison à 3 points en carrière. 34,3% pour Tatum et 32,4% pour Jaylen Brown. Donc au final, sur l'ensemble de la saison, Jason Tatum, il finit avec un true shooting plus à 101. Le true shooting plus, c'est l'efficacité relative à la moyenne de la NBA, donc il est 1%, 1 point au-dessus de l'efficacité moyenne de la ligue, tout juste au-dessus de la moyenne. C'est assez loin des standards des autres superstars de la ligue, des autres top 10 de la ligue, sachant que lui, d'habitude, ça faisait 2 saisons qu'il était aux alentours des 104-105. Et pire, pour Jaylen Brown, on a un true shooting plus à 95, donc il est 5% en dessous de la moyenne, 96 d'ailleurs, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, il est à 96, donc 4% en dessous de la moyenne de la ligue. Donc là, on peut clairement parler d'un scoring inefficace. Donc c'est vraiment pour moi cette année c'est le point négatif sur ces deux joueurs parce que je trouve qu'ils ont fait sinon des saisons plutôt très très bonnes, notamment au passing, parce qu'ils ont tous les deux fait leur meilleure saison au passing, je trouve. Tatum qui est devenu je sais pas, chapeau 2 des meilleurs passeurs, il est en dessous des magiciens entre guillemets, notamment qui finissent en hitch. Et Jaylen Brown, il a clairement progressé cette année sur tout ce qui est trouver les partenaires dans le jeu, donc il a vraiment une belle évolution de ce point de vue. Par contre, effectivement, pourquoi je trouve ça important d'en parler, c'est qu'on arrive en play-off, on est là pour gagner, et on a un style de jeu qui, dans les matchs serrés, se ralentit beaucoup, et va constituer souvent c'est deux joueurs qui vont chercher un joueur plus petit, un joueur plus lent pour attaquer, et on va avoir besoin que ces mecs-là arrivent à scorer de manière un peu implacable, parce que c'est comme ça que souvent que se passent les joutes de play-off, et on ne pourra pas se contenter d'avoir un Brown et un Tatum avec des pourcentages assez cata. Par contre, c'est vrai que si jamais ils ont gardé leur meilleur pourcentage au tir pour les playoffs, là ça va sentir très bon, parce qu'avec tous les mecs extraordinaires qu'ils ont autour d'eux, ça risque de sentir très très bon. Mais voilà, cette année, pour tous les deux, elle n'a pas été bonne sur l'efficacité au scoring, pas forcément le volume, parce que le volume ils l'ont assumé comme d'habitude, mais effectivement ça a été moins bon que l'année dernière, moins bon que l'année d'avant pour tous les deux. Donc voilà, c'est pas pour râler après les deux, c'est toujours des mecs hyper régulier, Tatum est toujours aussi exceptionnel en défense, c'est des mecs qui run une des meilleures attaques de la NBA, mais faut constater ça, et effectivement si tous les deux ils sont à moins de 35% à 3 points sur toute la campagne des playoffs, ça risque d'être compliqué d'aller rechercher la bague et faire un style back-to-back, parce que je pense qu'on n'a pas la marge de l'année dernière, on sera obligé d'avoir toutes nos forces vives les plus efficaces possibles. Voilà. Et ça risquerait d'être d'autant plus problématique que
On l'a vu, hein, je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête, mais les Celtics ont battu le record de 3 points sur une saison régulière, si je dis pas de bêtises. Oui. On est de loin l'équipe qui shoot le plus à 3 points, donc tout ça c'est merveilleux. Mais par contre, faut espérer que ça va rentrer en playoff, parce que comme tu disais, voilà, si t'es dans une soirée sans en playoff, que le 3 points peut pas rentrer et qu'on peut pas compter effectivement sur l'efficacité des Jays, ça risque de poser des soucis. On va rencontrer des adversaires. Tout de suite, je pense à SGA parce que je les imagine très bien arriver en finale NBA et j'espère que nous aussi. Pour mettre sa 30aine de points de manière, on va dire, assez basique, là cette année, il lui a fallu moins de tirs qu'un Tatum, largement moins. C'est tout bête, mais ça fait des cartouches en plus pour les autres et ça fait moins de cartouches utilisées pour marquer un nombre de points similaire voilà. Donc c'est important et je pense que c'est d'autant plus important en playoff. Ouais. Sachant quand même que Jason Tatum paradoxalement fait partie des 3 joueurs, malgré sa faible efficacité à 3, enfin le mot est trop fort, mais en tout cas son efficacité pas extraordinaire à 3 points, il a quand même il fait partie des 3 joueurs qui ont battu cette saison le record d'Isaiah Thomas, qui était de 245 tirs à 3 points marqués sur la saison. Tatum lui est passé devant, Pritchard et Derrick White aussi. Donc ça en dit long sur le volume par contre, parce que si jamais avec une efficacité moyenne tu en marques autant, c'est que t'en as pris un sacré paquet. Ouais. Pour les 2 autres par contre ils ont bien tiré, notamment Pritchard, très clairement ça a été... Ils ont plutôt bien tiré, ouais. D'ailleurs c'est assez extraordinaire, enfin je me rappelle, avant de rendre la parole à Elias, tu n'étais pas encore parmi nous, Vincent, mais peut-être qu'on en avait parlé, la tristesse qu'avait été la nôtre, plus de voir Romeo Langford s'en aller que de voir Derrick White arriver. Mais quand il est arrivé, que c'était absolument pas un shooter et que tu vois le nombre de 3 points qu'il marque cette saison, c'est quand même assez dingue. Il en a parlé lui-même et c'est assez rigolo quand il a battu le record, et en plus du coup maintenant c'est lui qui a le record absolu d'ailleurs. Lui-même disait que quand on voit, il en parlait même aux journalistes en disant vous ne m'avez pas vu il y a 5 ans, c'est une dinguerie quoi. Lui il croit pas lui-même de ce qu'il est devenu en fait, c'est rigolo. Ouais. Elias, je vais te lancer sur ton point négatif donc de cette saison, ou plutôt sur qui du coup va se transformer en crainte pour la suite, j'imagine. C'est la santé de nos joueurs, hein, qui effectivement est un point d'interrogation depuis quelque temps maintenant, notamment la santé d'un joueur en particulier, je suppose. Donc je te donne la parole, et puis si tu veux rebondir sur l'arrivée de Derrick White, n'hésite pas. Non, je pense que j'ai assez dit sur Romeo Langford et Derrick White. Je vais arrêter d'en parler, je pense que c'est ma plus grosse erreur, j'y pense toute ma vie. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page, Elias. J'espère que Romeo Langford s'amuse bien. Je sais pas dans quel coin Paumé de France il joue en ce moment, mais... C'est pas grave, Lynn. Je crois qu'il ne joue pas en plus. Hein. Il ne joue pas, ouais. Bref, oui, moi je voulais parler de santé parce que j'ai un peu réfléchi à des points négatifs potentiels et je voulais pas faire le rabat-joie comme Vincent. Parce qu'effectivement, on aurait pu trouver des points négatifs sur Jaylen Brown, sur l'efficacité de Tatum, etc. Je rigole évidemment, hein. Je suis complètement d'accord avec lui, c'est inquiétant et ça peut le devenir encore plus en play-off. Enfin, inquiétant. C'est dommage, plus qu'inquiétant, je dirais, mais ça reste un point négatif. Mais du coup, je me suis plutôt concentré sur quelque chose qu'on peut pas du tout contrôler et que même les joueurs peuvent pas vraiment contrôler, en fait, la santé. Parce que c'est quand même quelque chose dont on parle depuis l'été dernier, depuis l'arrivée de Porzingis et de Jrue Holiday. Porzingis, c'est un joueur qui était quand même assez injury prone toute sa carrière. Il a été donc blessé cet été, donc pendant les finales NBA, quoi. Il a raté le premier mois de la saison 24-25, cette saison-là. Donc 17 matchs. Il a joué en total que 42 matchs cette saison. Donc c'est quand même peu, hein, c'est tout juste la moitié de la saison, sachant que le minimum maintenant, par exemple pour les awards, donc All NBA ou MVP ou quoi, c'est 65 matchs, c'est considéré comme le minimum pour être considéré comme avoir une saison correcte. Donc 42, ça fait vraiment pas beaucoup.
Sa plus grosse série de suite de matchs joués, et c'est surtout ça qui m'inquiète moi, c'est 8 matchs. Mais moi je suis surtout inquiet en fait qu'il soit pas capable de tenir plusieurs séries de playoffs de suite en fait, parce que des blessures malheureuses, une cheville qui se tord, etc., ça lui arrive quand même assez souvent. Et j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais l'avoir pour beaucoup de séries de playoffs de suite. L'année dernière, on a quand même gagné le titre avec lui qui joue que 7 matchs sur tous les playoffs, hein, donc 7 matchs sur les 19 qu'on a joué, il me semble. C'est peu. On a réussi à gagner. Je suis pas sûr qu'on ait la même chance cette année. Je suis pas sûr qu'on ait des adversaires aussi faciles cette année, que ce soit en demi-finale de conf, en finale de conf ou même en finale NBA, hein, parce que Dallas était fort, mais c'était pas non plus au niveau où on peut attendre certaines équipes de l'Ouest cette année. Donc voilà, pour KP c'est inquiétant. Ça l'a toujours été, donc c'est facile de le dire, hein, mais je me sentais quand même un peu obligé de le rappeler parce que je sais pas si on y arrivera sans lui. On parlera après de Cornet, etc., mais c'est quand même une pièce très importante et on voit son impact, hein, on parlera de lui dans le positif parce que son impact sur le jeu quand il est là est quand même assez exceptionnel, donc en plus c'est dommage de voir qu'on risque de ne pas l'avoir beaucoup. Mais j'ai pas que Porzingis malheureusement qui m'inquiète en termes de santé. J'ai cru qu'on était plutôt épargné cette année avec Jaylen Brown, mais en fin de saison, depuis le All-Star Break, en fait, il a quand même des petits problèmes de genoux. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas exactement comment ils sont caractérisés, mais on a des problèmes de genoux. Et il a forcé dessus là récemment dans les derniers matchs de la saison. Certains diront pour obtenir justement le minimum de 65 matchs pour pouvoir être All-NBA. Je suis plutôt d'accord avec eux, même si on n'a pas la certitude. Je pense que c'est pour ça qu'il a forcé dessus. Ils ont essayé de dire que c'était pour s'habituer à jouer à travers la douleur, etc. On n'y croit pas, hein. Il aurait pu se reposer 3 semaines. Mais bref, et c'est quand même assez inquiétant. Il allait jusqu'à faire des injections antidouleurs dans son genou. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre pour les playoffs, hein. Il va être prêt pour le premier match des playoffs officiellement, mais on ne sait pas en quel état. On l'a vu les derniers matchs qu'il a joué, notamment le match contre les Knicks dont on reparlera tout à l'heure, où il joue que 20 minutes et il était clairement vraiment pas en capacité de jouer un match à haut niveau, haute intensité. Donc voilà, c'est inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez vous les gars, mais je trouve que c'est encore plus inquiétant que l'année dernière parce qu'on a 2 joueurs qui sont vraiment là potentiellement avec des problèmes dès le début. Heureusement Porzingis a l'air d'être plutôt en forme là récemment, mais lui c'est une histoire qui se répète, donc je sais pas à quoi on peut s'attendre quoi. Moi, je suis un peu comme toi par rapport à Jaylen Brown. Très, très inquiet. Sur un mec qui base quand même une partie de son jeu sur son physique, sur une certaine dureté, une certaine explosivité aussi. Avoir un genou qui couine, c'est clairement pas optimal. T'as raison, je suis inquiet. Je suis inquiet, ça reste, même si nous, on est souvent en train on se critique souvent, on va pas se cacher, voilà, parce qu'on trouve qu'il a beaucoup de défauts pour un joueur de ce statut. Sans Jaylen Brown, tu vas pas au titre à mon avis cette année, parce qu'il génère quand même beaucoup de choses, donc voilà. Et moi, pour Porzingis, je suis pas si inquiet que ça. Et en fait, du coup, en faisant un petit peu des recherches, j'étais assez surpris de voir que cette année, mine de rien, il avait quand même joué 42 matchs. Toi, t'as dit il a joué que 42 matchs, mais pendant les playoffs, il se fait mal. Il y a une opération pendant l'intersaison, donc déjà, on s'attendait. Moi, je me rappelle, je m'attendais à ce qu'il arrive qu'en janvier, par exemple. Donc finalement, il est revenu assez tôt. À titre de comparaison, l'année dernière, il a joué 57 matchs, donc c'est assez nettement plus. Mais l'année dernière, dans notre esprit, il joue une saison complète et il loupe beaucoup de matchs en playoffs. Une saison complète pour lui, hein. Donc finalement, il a eu cette opération, puis il a eu 8 matchs d'absence sur une espèce de virus là, un peu bizarre. On n'a pas trop su ce qu'il avait, mais il a été, ça c'était pas vraiment une blessure musculaire ou articulaire. Donc finalement, je trouve que finalement il fait sa saison. Et par contre là où c'est important et c'est inquiétant, c'est qu'on a vraiment besoin de lui parce que il nous repond une saison, Porzingis, assez exceptionnelle, parce qu'on parlait de l'efficacité de Brown et Tatum. Lui, pour le coup, ça fait 2 ans d'affilée qu'il est chez nous et qu'il claque sa 20aine de points avec une très belle efficacité. Il est premier de la NBA sur l'efficacité sur post-up et il marque 1,19 points par possession. Il est à 41% à 3 points sur 6 tentatives par match et des 3 points qui
qui prend de plus en plus loin, donc ça écarte littéralement énormément le terrain. Et même défensivement, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui change littéralement notre équipe, notamment de sa protection du panier. Car en fait cette année c'est le joueur qui inflige la plus grosse perte d'efficacité aux attaquants quand il les défend proche du panier. Et il fait perdre moins 15,6% d'efficacité à ses adversaires. Alors, sur les joueurs qui ont joué plus de 40 matchs, du coup, et même si on met des filtres un peu plus sévères, il apparaît pas parce qu'il a pas assez joué. Mais vraiment proche du panier, c'est vraiment devenu un excellent protecteur de panier. Donc ouais, il change beaucoup de choses. T'as raison Elias, si on va vraiment avoir besoin de lui, là il faut qu'il nous fasse une campagne de play-off quasi complète. Petit motif d'espoir, en règle générale les matchs de play-off c'est se passer généralement de 3 jours, donc c'est peut-être un rythme un peu plus cool, un peu plus détendu qu'en saison régulière je pense. Au premier tour c'est 3 jours, mais après dès le deuxième tour c'est plus souvent 2 jours que 3 jours. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'avais un peu oublié ce virus mystérieux qui lui a empêché de jouer. Ça se trouve, on n'en sait rien ce que c'était. S'il avait joué par exemple 5 ou 6 matchs voilà, pas en n'étant pas malade, tu vois, puis en plus je pense qu'ils ont vraiment pas forcé, on serait sur 48, 49 matchs sur un mec qui a été opéré à l'intersaison. Je trouve, je m'attendais pas autant presque, quasiment. Ouais, c'est vrai, c'est honnête, mais ça reste une inquiétude générale pour lui. Donc, mais ça le sera tout tant qu'il sera chez nous et tant qu'il sera en NBA, de toute manière, on saura pas. Et d'ailleurs, ça a toujours été. C'est aussi pour ça qu'on l'a eu pour si peu cher, entre guillemets. Je mets des gros guillemets, parce que pour certaines personnes de la fanbase, c'était très cher, mais non, on n'a pas envoyé grand chose pour avoir un joueur de cette qualité. Quelle tristesse d'entendre des choses pareilles. Non, ouais, t'as vu, on se lâche. On va pas s'attarder sur ce sujet. Vous pensez qu'Azad va écouter cet épisode ou pas? Ouais. Et qu'il m'insultera? C'est possible, mais bon. On l'embrasse d'ailleurs en passant. Je pense qu'Hugo va l'écouter, il va applaudir. C'est ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça équilibre. Écoute Vincent, puisque tu as tenté d'apporter, tu nous as fait une belle transition et surtout tu as tenté d'apporter un peu de positif à la note négative de Elias. Donc je vais te lancer sur ton point positif cette saison. Et ben en fait moi c'est très général, c'est très bateau, c'est très basique. Je me suis noté une saison historique, again, point d'interrogation. Parce qu'on finit cette année avec un net rating de plus 9,4. C'est juste le 3e meilleur net rating de l'histoire des Boston Celtics. C'est le 21e meilleur net rating de l'histoire de la NBA, toutes franchises confondues. C'est pas mal. Je continue, je vais vous étaler plein de chiffres, mais tout ça juste pour qu'on ait tous bien conscience qu'on vit une période assez dorée de la franchise et de notre vie de supporter. C'est le 3e meilleur relative offensive rating de l'histoire des Boston Celtics. Alors le relative offensive rating, c'est notre offensive rating par rapport à la moyenne de la ligue. Et donc c'est le 3e meilleur de l'histoire de Boston. Boston a eu des belles équipes, mine de rien. Je pense que j'apprends rien à personne. Le premier de l'histoire des Boston Celtics, c'était l'année dernière. Le deuxième, c'était les Celtics de 87-88 de Larry Bird, qui est, de l'avis de beaucoup de monde, une des plus belles équipes de l'histoire. Donc tout ça pour dire qu'en fait, vraiment, on surfe sur une espèce de succès perpétuel depuis déjà ça fait 2 ans, mais même ça fait quand même un paquet d'années où on est vraiment excellent. Tu l'as dit, Johan, en début, tu as dit on enchaîne 2 saisons à plus de 60 victoires. Moi au final mon point positif c'est grand merci à Brad Stevens, grand merci à Joe Mazzulla, parce que je n'étais pas forcément peut-être le plus convaincu au départ, mais il y a juste des faits, et qu'en fait lui depuis qu'il est arrivé il a un taux de victoire. Alors oui, il a une Rolls entre les mains, mais il l'amène à des niveaux de compétences assez exceptionnels. Merci aux joueurs d'être hyper consistants. Ça fait quand même 2 saisons que les mecs sont d'une régularité, même d'un professionnalisme on pourrait dire assez exemplaire. Puis il y a des joueurs qu'on sent impliqués, et puis que ce soit dans des bons moments, dans des moins bons moments, on peut jamais leur reprocher leur manque d'investissement. Donc tout simplement, mon point positif c'est juste que cette équipe elle est assez monstrueusement forte. Elle gagnera peut-être, je sais pas, mais en tout cas elle nous fait vivre peu de défaites, ça c'est sûr déjà. Donc c'est déjà une performance en soi.
Ouais, c'est déjà une performance en soi. Et du coup, je vais lancer Elias sur son point positif bah, qui est au final, c'est vrai que quand je lisais ce que tu nous as proposé, Elias, je crois me souvenir quand même que ça a été une inquiétude pendant un moment, parce qu'on se disait, peut-être plus l'année dernière, mais on se disait en gros le 5 majeur de Boston, il est extraordinaire, mais derrière, est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Est-ce que voilà, je pense que l'équipe a prouvé qu'il y avait ce qu'il fallait déjà l'année dernière et cette année peut-être encore plus. Ton point positif, Elias, c'est le banc. Ouais, bah c'est vrai qu'on a eu ces inquiétudes là en voyant nos 5, 6 avec Horford meilleur joueur. On se disait est-ce que derrière ça va suivre? On avait nous au trèfle, mais aussi quand même pas mal de fans. On était assez persuadés que Hauser pouvait être vraiment un joueur impactant en playoff. Ça a été le cas. On avait plus de doutes sur Pritchard de par sa taille, sur Cornet parce que quand même c'était pas toujours facile. Mais là, force est de constater que cette saison c'est quand même très fort. Je vais vous sortir pas mal de stats, donc préparez-vous. Mais juste avant ça, faut se rappeler que c'est un banc, c'est relatif. Ils sont très forts, mais en termes de minutes jouées, en termes de points par match, ce sera pas impressionnant parce que c'est un banc qui joue derrière une équipe très très bonne, une équipe qui joue le titre. Donc les starters jouent beaucoup de minutes, etc. Donc on regarde par exemple les points par match, c'est environ 30 points par match, c'est dans les derniers de la ligue. Tout simplement parce que les, les starters mettent beaucoup de points, donc le banc on n'a pas besoin tant que ça. Mais quand on regarde certaines stats un peu plus poussées, on voit par exemple que c'est le banc est à 60% de true shooting. J'ai pas regardé le true shooting plus, mais ils sont premiers en true shooting de la ligue. C'est probablement dû au fait qu'ils tirent beaucoup de 3 points, hein, le Mazzulla Ball, mais ça c'est un très bon signe. Ils sont avant-dernier en turnover, donc ça veut dire qu'il y a quand même une très bonne gestion de la balle, ce qui peut être un peu difficile, ce qui nous a posé des problèmes par le passé avec Tatum, avec Brown. On a quand même eu souvent des problèmes de perte de balle, et là cette année ça vient pas du tout du banc. Donc ça c'est très bien, et surtout un point que moi je veux sur lequel je veux insister, sur lequel je vais réinsister après en parlant de Cornet, mais c'est les rebonds offensifs. On est deuxième, on a le deuxième banc de la ligue en pourcentage de rebonds offensifs. Il me semble que les premiers c'est OKC, donc c'est des marques de très bonne équipe, hein, de très bons bancs, très bonne équipe qui joue vraiment un basket agressif pour aller au panier et pour jouer le jeu des possessions. Et ce jeu des possessions, ça participe vraiment à faire fonctionner le Mazzulla Ball, ça fait fonctionner l'équipe tout simplement. Et le banc a un gros impact sur ça parce qu'ils mettent une intensité assez importante quand ils sont sur le terrain, que ce soit Pritchard, que ce soit Cornet, que ce soit Horford, que ce soit Hauser, ou même les petites minutes de Shireman par-ci par-là plus récemment. Il y a quand même eu une assez grosse intensité là-dessus, donc c'est très important, je pense, pour un banc qui est pas rempli de gros noms, de grosses anciennes stars ou quoi, comme certains peuvent avoir. Nous, on a vraiment un banc qui a été construit avec une logique, avec une direction, et ça commence vraiment à porter ses fruits, donc ça, j'en suis très content. Sur le collectif, sur les individualités maintenant, même si je pourrais parler individuellement de chacun d'entre eux, je vais surtout parler de Pritchard et Cornet. Donc j'ai quand même envie de saluer les oubliés, donc surtout Horford et Hauser que je salue, qui font leur saison. Horford qui, je ne sais pas par quel miracle, nous sort une deuxième partie de saison. Il monte en puissance, il sait exactement quand est-ce qu'il doit déployer sa force et contre qui il doit déployer ses forces. Donc ça reste très impressionnant à son âge de nous proposer une saison comme ça. Donc merci à lui. Mais surtout Pritchard déjà. Clairement, je pense que c'est pas du chauvinisme de dire qu'il mérite le titre de 6e homme de l'année. On verra ce qu'il en est, c'est un détail, mais ça reste quand même pour un joueur comme lui très important. Il est en career high, donc en haute carrière, en minutes par match, en points par match, en rebonds par match, en assists par match. Donc voilà, il joue beaucoup plus de minutes qu'il n'a jamais joué, mais c'est quand même assez important. Il tire à 40% à 3 points, on l'a dit tout à l'heure, sur un très gros volume. Donc ça fait partie, c'est une des grosses raisons pour lesquelles il fait une saison si bonne, hein, c'est qu'il rentre ses tirs à 3 points assez simplement, mais faut avouer que ça marche très bien et ça lui permet d'ouvrir aussi son jeu à autre chose, parce que je le disais à Vincent tout à l'heure en off, mais vraiment là on voit qu'il commence à être respecté comme un vrai joueur NBA. Au début de saison encore, on voyait que son pull-up à 3 points était pas totalement respecté, et là petit à petit j'ai l'impression que ça commence vraiment à être
de plus en plus le cas, il est de plus en plus défendu, et du coup ça permet d'ouvrir son jeu à la fois de passe, à la fois de drive, où il est très bon sous le panier, hein. Il est tout simplement au 100e centile parmi son poste à l'efficacité, au tir, à 2 points et au tir en général, donc voilà, tout simplement, c'est le meilleur, un des meilleurs meneurs à l'efficacité, donc on contrebalance ça avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur Tatum et Brown, c'est bien d'avoir ça dans l'équipe. Donc voilà, Pritchard qui fait une énorme saison. On a toujours été fan du joueur, enfin fan. On a toujours bien aimé le joueur. On n'a jamais été persuadé que ce serait un joueur avec un énorme futur. Là, son contrat paraît quand même assez cadeau. On verra en playoffs. Je pense que certaines équipes arriveront à le cibler en défense, mais je pense que pour le premier et deuxième tour, on arrivera à lui faire jouer des minutes assez importantes comme en saison régulière. J'ai aussi envie de parler de Sherman très rapidement parce que c'est un peu la belle histoire de la fin de saison. Baylor Sherman, notre rookie, qui joue quelques minutes par-ci par-là, qui développe un peu à la Ronnie Smith un jeu de où je peux mourir sur le terrain, ça me dérange pas, en gros, qui saute partout, qui récupère tous les ballons, mais qui rentre ses tirs à 3 points, hein, contrairement à Nesmith, même si les stats sont pas dingues, il rentre quand même pas mal de tirs, donc dédicace à lui, même si il sait très peu de minutes et qu'il jouera pas. Probablement pas en play-off, j'avais quand même envie de le saluer, mais j'ai surtout envie d'en arriver à vraiment mon coup de cœur de la saison. Si on me demandait une chose à retenir de cette saison des Celtics, c'est vraiment l'explosion de Luke Kornet. Déjà parce que pourquoi on est content de ça, parce que c'est un mec très drôle, qui a l'air très, très sympa, très agréable, qui nous fait rire en permanence, donc on est content d'avoir un mec comme ça, mais surtout il a développé un niveau et un style de jeu vraiment unique à lui-même. Et cette année, c'est vraiment le pic de sa carrière là. Déjà pour commencer, la première chose que j'apprécie avec lui, c'est son jeu de pick and roll. Surtout comment il pose les écrans. On a souvent eu des problèmes avec les poseurs d'écran pour Tatum qui n'étaient pas assez décisifs pour moi, pas assez impressionnant physiquement, on va dire, sur les écrans qu'il posait. Aussi des questions d'angle d'écran qu'il pose, et je trouve que Kornet et Tatum ont vraiment trouvé un jeu ensemble sur les écrans assez impressionnant. Vraiment là, c'est un vrai duo qui sait jouer ensemble, qui se font confiance. Donc là-dessus, ça marche très bien. Kornet aussi sur la passe en short roll, c'est très impressionnant. Je sais qu'il y a encore quelques mois, peut-être en mars, il était dans le 90e centile des bigs en assist par rapport à son usage, donc son nombre d'assists mis en relation avec son usage rate, donc c'est quand même impressionnant. Autour de lui, c'est des mecs comme Jokic, comme Sabonis, voilà, même si il a moins d'usage qu'eux et qu'il fait moins d'assists que le ratio est à peu près le même. Donc ça, c'est pas n'importe quoi, hein. Pour ça, je vous invite à aller lire le super article d'Azad qu'il a nommé le Connector, sur justement son jeu de pick and roll et son spacing qu'il crée par sa capacité de connexion à la passe. Donc voilà, j'ai aussi remarqué une saison où on a souvent eu des problèmes avec nos backups, que ce soit Tice, que ce soit Robert Williams, que ce soit même cette année Keita, etc., sur les fautes commises par nos backups. Et lui, il est très bon là-dessus. Il est intelligent en défense. Il fait peu de fautes. Il est pas, c'est pas un défenseur d'élite, mais il est très intelligent sur ses placements. Il est grand, il sait se placer, il sait lever les bras. Et il est très efficace sur ça. Donc franchement, c'est un peu la situation rêvée, hein, pour un backup. Je sais pas. Je pense que j'ai fait le tour. Non, voilà. La dernière chose sur Kornet, c'est le contrat. Il est free agent cette année. Je pense qu'il va attirer l'attention de quelques équipes et j'espère qu'on va pouvoir le garder. On fera d'autres podcasts sur la situation contractuelle des Celtics, mais vraiment, s'il y a quelque chose que j'espère de cet été, c'est qu'on garde Kornet et qu'on garde son duo avec Tatum qui marche si bien. Écoute, tu m'as coupé pendant je t'écoutais parler de Luc. Je t'avoue que ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie et que je me rappelle que on en a beaucoup entendu sur lui aussi, hein. Ouais, il faut de la viande dans la raquette, ça suffit pas, Luke Kornet, et ça fait vraiment plaisir d'avoir vu son évolution. Bon, après c'est sûr que là les critiques qu'il pouvait recevoir
on va dire jusqu'au début de la saison sont plus du tout d'actualité vu qu'il a fait des progrès assez monstrueux. Mais du coup voilà, j'allais venir à deux questions. La première, c'est d'après toi, est-ce que le est-ce que le magicien Brad Stevens va pouvoir nous sortir un contrat à la Pritchard pour Luke Cornet? Bon, t'as en partie répondu du coup. Je pense pas. Je pense que malheureusement ça va être difficile. Ça va être difficile. La seule possibilité, c'est qu'on dégage beaucoup d'autres gros contrats, que ce soit KP ou Drew Holiday ou Jaylen Brown. Et là, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut espérer trouver de la place pour Cornet, mais je pense que ça va être difficile. Après, il a l'air de vraiment aimer être là et vraiment apprécier l'équipe, donc on sait jamais. Mais bon, c'est à mon avis quelqu'un qui va lui proposer 15 millions pour 2 ans, quoi. Ouais. Bon, après, du coup, de toute façon, la question, mais comme tu dis, on parlera des contrats et du futur du roster à un autre moment, mais c'est vrai que la question des gros contrats comme celui de Drew Holiday va se poser à un moment. Est-ce que ce sera pas l'occasion d'accélérer pour être sûr de pouvoir garder Luke? Mais ça, on en parlera plus tard. Et l'autre question, du coup, on s'était posé la question avec Vincent et Azad. Je pense qu'on était tous plus ou moins tombés d'accord. On est d'accord que, enfin, toi, tu as le sentiment que il fait partie de la rotation réduite, on va dire, en play-off. Il va avoir le terrain. Moi, je pense que c'est le premier, en termes de niveau, c'est le premier en sortie de banc. Je pense qu'en play-off, il sera plus important que Pritchard, plus important que Hauser, tout simplement parce qu'il a un poste où on a plus besoin de lui, parce qu'on ne sait pas à quel point Porzingis va pouvoir jouer. Horford, il n'est pas forcément si impressionnant que ça quand il joue 5. Enfin, moi, je pense qu'il est bien en double big. Et je pense que Cornet est très bon en double big aussi. On l'a vu contre certaines équipes cette année. Donc, pour moi, c'est le joueur le plus important en sortie de banc pour les playoffs. Et je pense qu'il va jouer, il va faire ses 18 minutes, 15-18 minutes en playoff. Les gars, est-ce que c'est ce soir qu'on lance la cagnotte Litchi one more year for Luke pour essayer de trouver des sous pour le payer? Parce que moi personnellement, déjà, je trouvais que l'année dernière, je pensais que des équipes seraient venues pour lui proposer plus qu'un minimum, tout simplement parce qu'il était déjà performant l'année dernière. En saison régulière, il avait très peu vu le terrain en play-off, et là effectivement tu as tout bien résumé, Elias, il a vraiment explosé. Et tout à l'heure je parlais de la perte d'efficacité que Porzingis il a infligé aux adversaires proches du panier. Luke Cornet il est à moins 11,9% ou moins 12% environ. Il fait partie du top 10 de la ligue, hein. Il est en compagnie il a des meilleurs scores qu'un Walker Kessler cette année, et lui il a beaucoup joué, donc il a beaucoup contesté de tir, donc c'est vraiment on a parlé de l'attaque, du jeu de short roll, de la pose d'écran, même des rolls au panier, d'une petite verticalité, parce qu'il dunk beaucoup, le Cornet aussi, même s'il n'a pas le pop d'un Robert Williams, mais défensivement ça a été hyper costaud, et Mazzulla l'a souvent fait jouer en roamer comme il adore faire ça, c'est-à-dire en le positionnant proche du panier et en lui faisant défendre le moins bon tireur adverse, et c'est très clairement des schémas qu'on va retrouver en play-off très certainement. Ouais. Eh ben, en tout cas, j'espère que vous avez raison tous les deux parce que voilà, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'il va avoir un bon rôle à jouer dans cette quête du second titre et en espérant bon, je me fais pas de soucis pour lui, mais qu'il soit payé à sa juste valeur et si possible chez nous, ce serait vraiment l'idéal. Vous l'avez dit, mais je pense qu'il a la personnalité la plus sympa du roster depuis 2 ans. C'est un super client en interview et ça a l'air vraiment d'être un pur mec à avoir dans un vestiaire avec tout le temps le mot pour rire, et ça depuis les 2 dernières années. Donc clairement une crème ce look. Et même sur le terrain, hein. Enfin, je veux dire, on compte plus ces petits gestes où voilà, quand il met un panier, ces petits regards vers le banc, c'est vrai qu'il apporte vraiment quelque chose de sympa. J'ai souvenir de l'année dernière où je sais pas, c'est un match où on met pas un lancer franc. Et genre il met le premier et il regarde le banc et genre les gars c'est comme ça qu'on fait, suivez-moi et tout, et enfin avec beaucoup de second degré, genre il sait très bien qui il est et tout, et il a l'air vraiment ancré dans la vraie vie ce mec là, et de juste je sais qui je suis, je sais que je suis un petit gars mais j'apporte énormément, et
Et je pense que c'est des groupes hyper compétitifs qui ont besoin de personnalités un peu comme ça, que tu peux être rigolo et faire le tourneur de serviettes sur le banc, mais c'est-à-dire que lui il produit sur le terrain aussi, donc ça apporte pour nous c'est vraiment des fans favorites, je pense. Ouais, clairement. Est-ce que, avant de passer au moment marquant donc pour vous dans cette saison, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur les côtés positifs ou vous avez fait le tour? Moi je vais en parler juste après dans les matchs marquants, ça va permettre de reparler d'un joueur ou deux. Ouais, j'allais dire, tu t'es fait un peu couper l'herbe sous le pied, mais tu vas y revenir. Elias, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi, pareil, je pourrais utiliser le chapitre prochain pour parler d'autres choses positives. Allez, ça marche. Eh bien alors Vincent, je vais revenir vers toi. Tu as voulu nous parler d'un match contre un adversaire qui n'est pas parmi les plus huppés de la ligue, hein, mais c'est vrai qu'on avait vu quelque chose d'assez sympa sur ce match-là. Et à la même période, on va dire un peu global, quelque chose qui t'a plu, donc on t'écoute, raconte-nous tout ça. Eh ben, on est le 6 mars 2025, Boston accueille les Portland Trail Blazers. Il n'y a pas de Tatum, il n'y a pas de Porzingis, et on va assister à 2 joueurs de Boston qui vont marquer l'histoire, car ils sont les 2 premiers Celtics à marquer plus de 40 points chacun dans le même match. Alors ce sont pas les Jays qui ont fait ça, il n'y avait pas Tatum, c'est pas Larry Bird ou Kevin McHale dans les années 80. Eux, ils l'avaient jamais fait non plus. Donc dans une franchise comme ça, c'est deux mecs. Bon, vous savez tous les deux que je parle de Derrick White et Peyton Pritchard. Ce match, il est marquant pas par son résultat, parce qu'on bat Portland, c'est pas très important, mais c'est surtout un symbole de ce qu'est cette équipe. T'as pas ton meilleur joueur, et en fait t'as juste 2 mecs qui vont entrer en incandescence et qui vont faire un match assez exceptionnel. Pritchard, ce match-là, pour un 6e homme, c'est 43 minutes, c'est 43 points en 20 tirs, 10 sur 16 à 3 points, 10 rebonds, donc 4 offensifs, il doit pas faire 1m90, 5 assists et 0 turnover. Je pense qu'on a affaire à un bon match, bon joueur, bon match. Et Derrick White, 39 minutes, 41 points en 26 tirs, un peu moins efficace, mais tout de même assez excellent. Et pour moi, t'en as parlé tout à l'heure, Elias, de Pritchard, je trouve que c'est assez représentatif de la saison de Pritchard, parce qu'il a clairement surpassé le rôle qu'on attendait de lui en début de saison. Et tout ça symbolisé par un shooting diabolique notamment, mais ça fait 2 ans qu'il est hyper propre à la passe et qu'il perd pas un ballon. Et cette année, je sais même plus si l'année dernière il avait déjà ça, mais il a apporté un côté rebond offensif assez fou aussi pour sa taille, mais il a quand même un sens de se placer au bon endroit au bon moment. Donc ça c'était assez exceptionnel, je trouve ça assez représentatif, et c'est exactement pareil pour Derrick White. Alors Derrick White, ça fait 2 ans que moi personnellement c'est mon joueur préféré, et on n'en parle quasiment plus tellement c'est rentré dans notre inconscient que il est super fort en fait. C'est peut-être certainement un de nos 3 joueurs les plus importants de l'effectif, pour moi en tout cas un intouchable par exemple. Et depuis 2 ans, c'est un mec qui est capable de changer de rôle à peu près tous les soirs. Déjà, il joue tout le temps. Et s'il manque un des mecs et qu'il doit prendre plus d'importance au scoring, il va le faire. Il va le faire bien. S'il y a un soir où tout le monde est là et que tout le monde est bien en phase, lui va prendre 6 tirs et c'est pas bien grave. C'est un de nos meilleurs tireurs à 3 points et dans le jeu de Joe Mazzulla c'est primordial. Et je parle même pas de sa défense qui est toujours élite à son poste. Donc ce match il m'avait marqué parce qu'il marque l'histoire. Et surtout ce côté symbole ils en ont beaucoup parlé cette année de la mentalité de next man up, où voilà, il manque quelqu'un, il y a des mecs qui vont prendre la place et ils vont le faire bien, et ils ont pas peur de ça et ils aiment ça, et je trouve ça assez excellent. Et il y a aussi le fait que ce match-là, il y avait Jaylen Brown qui était sur le terrain pendant, 38 minutes, un truc dans le genre, et il avait pris ses tirs, hein, attention, mais qui laisse faire, et je me rappelle de la fin de match, clairement les 2 mains sont chaudes, il laisse faire, donc je pense qu'il y a un bon environnement qui permet l'explosion de certains mecs, parce que de toute façon, on sait en NBA, des mecs talentueux, il y en a plein, des mecs qui sont capables de mettre des paniers, il y en a plein, mais il faut être dans un bon environnement, et on sent que l'environnement est hyper sain de ce point de vue. Et parce qu'on a une éclosion de tous les mecs, peu importe le statut, ça fait quelques années qu'en fait dès qu'un mec foule le parquet, ça se passe plutôt pas trop mal. Ok, écoute, merci Vince d'avoir partagé ça avec nous. Il y avait un autre petit point, je crois.
Juste une période. On en a parlé tout à l'heure, Elias en a parlé tout à l'heure. On est en début mars. Dans mes souvenirs, il y a un match contre Denver, il y a un match contre les Lakers, il y a même le match, la défaite à la maison contre Casey, où on retrouve des grandes performances, des super performances d'Al Horford. Il fait une meilleure saison régulière que l'année dernière, c'est clair, mais sur ce début de mois de mars, on avait retrouvé un Horford qui shootait, qui s'était rapproché aussi du panier, qui a rejoué du post-up et que j'avais trouvé très bon, et défensivement ça avait été un bonheur. Donc juste pour nous rappeler, le Al Horford qu'on a eu l'année dernière en playoff, le mec est toujours là et on peut lui faire confiance. Et cette période là, début mars, il n'y avait pas tout le temps Porzingis, c'était peut-être le moment où il avait son virus, je dis peut-être une grosse bêtise, mais voilà, on a eu un retour de Al Horford à 38 ou 39 ans, à un niveau excellent. Et c'est pas que j'en doutais, mais en tout cas, l'avoir vu sur des grosses confrontations, puis ça faisait vraiment des matchs type playoff, donc vraiment très rassurant, et c'est une autre période qui m'a marqué du Grand Hall. J'étais en train de checker, hein. Tu dis pas de bêtises du tout, c'est exactement ça. Denver, Portland donc, puisque c'est juste après. Ensuite, il loupe le match contre Philly. Il y a le match contre les Lakers et OKC dans la foulée. Et tout ça, c'est bien pendant le virus de Kristaps. C'est bien ça. Et, très très gros match contre Memphis aussi, plus récemment. Je crois qu'il claque son record de la saison et qui fait je sais pas, j'ai plus les chiffres, mais je me rappelle que j'avais retweeté que le gars disait en gros Al Horford ne vieillit pas, c'est trop cool quoi. Clairement. Elias, toi tu vas nous parler de quelque chose d'un peu plus proche de nous, puisque tu vas revenir sur le dernier match contre les Knicks. Ouais, je vous le disais en off, moi j'ai pas une très bonne mémoire des matchs, etc. Donc je suis un peu allé chercher dans les matchs, dans les logs, et je me disais quel match peut être intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que le match récent là contre les Knicks, donc le 8 avril, était très bien pour parler de cette saison des Celtics, parce qu'il l'a conclu vraiment d'une très belle manière, à la fois symboliquement sur la saison, son déroulé, sa place dans l'histoire des Celtics, mais aussi tout simplement sur le jeu. Donc ça m'a paru être le bon match à aborder. Donc un peu pour planter le décor, on est donc, je l'ai dit, le 8 avril contre New York, au Madison Square Garden, un match très très anticipé. Vous connaissez l'ambiance du Madison Square Garden, surtout contre Boston. La première chose à dire, c'est que le match est en théorie inutile. On est sur la fin de saison, les deux équipes sont bloquées dans leur classement, deuxième pour Boston, et donc on aurait pu s'attendre à ce qu'on se repose ou ce qu'on n'aille pas à fond. Au contraire, les Celtics y vont à fond jusqu'au bout, on le sait très bien, et gagnent le match 119-117 en overtime, après un match électrique et assez incroyable à regarder. Ce match symboliquement, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente donc le sweep de la saison contre les Knicks. Voilà, donc on a gagné tous les matchs de la saison contre les Knicks. Il représente aussi la 9e victoire de suite à l'extérieur des Celtics, et aussi le record de franchise de victoire à l'extérieur sur une saison. Donc on est à, il me semble, 33, ce qui a un match du record NBA qui avait été établi par évidemment les Warriors, tout simplement. Donc il y a une symbolique aussi sur cette équipe qui gagne beaucoup à l'Est. C'est de ça que je parlais quand je disais que il y avait autre chose de positif pour moi, c'est cette capacité à gagner à l'extérieur, qui était déjà assez impressionnante les deux saisons précédentes. Mais là, cette saison, c'est vraiment un niveau assez impressionnant. On est clairement une équipe historique, quand il s'agit de gagner sur le territoire ennemi. Donc c'est une bonne représentation de l'équipe de parler de ça. Ensuite, sur le jeu, plus simplement, on a des énormes performances de Porzingis contre son ancienne équipe et de Jason Tatum. Donc Porzingis, c'est 34 points et 8 3 points. Et Tatum, c'est 32 points et un 3 points très clutch pour forcer l'overtime à la fin du match. Donc des grosses performances de nos meilleurs joueurs, sachant que Jaylen Brown n'a joué que 21 minutes à cause de cette blessure au genou qui le gêne depuis quelques temps. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le plan de défense. On a eu
des fois quelques problèmes pour défendre sur Karl Anthony Towns spécialement. Et là, on a eu, j'en parlais tout à l'heure, le double big entre Cornet et Porzingis, qui a, je trouve, plutôt bien fonctionné pour essayer de stopper Karl Anthony Towns. Pas comme on pourrait le penser, puisque c'est Jason Tatum qui défendait sur Karl Anthony Towns, et le double big derrière permettait de fermer l'accès au panier quand inévitablement Towns prenait Tatum de vitesse, parce que Tatum était un peu haut sur lui pour empêcher son tir à 3 points. Donc ça, c'était un plan défensif très intéressant. J'espère qu'on jouera les Knicks en playoff pour voir ce que ça peut donner sur une série comme ça. J'ai aussi beaucoup aimé le match de Derrick White, parce que comme je l'ai dit, Jaylen Brown a peu joué, et quand il a joué, il était vraiment diminué. Les Knicks, on s'y attendait, mais ont vraiment fait une défense très physique sur Tatum pour lui empêcher de prendre le ballon. Donc c'est Derrick White qui s'est pas mal retrouvé avec la tâche de mener le jeu des Celtics. Il a fait ça très bien. Il a fini, je crois, avec 9 ou 10 assists, 9 assists, il me semble. Et je trouve que c'est très positif qu'on ait un Derrick White qui soit encore capable de mener l'attaque des Celtics, sachant que cette année, l'année précédente, c'est surtout Tatum, le meneur des Celtics, mais de voir Derrick White capable de le faire et contre une très bonne équipe défensive, je pense que c'est très important. Parce qu'il le fera en play-off, évidemment, on l'a vu déjà dans le passé, mais certaines équipes vont choisir de couper l'accès au ballon de Tatum pour en laissant des trous autre part, et si Derrick White peut exploiter ces trous-là, franchement c'est que du positif. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et enfin, et ça c'est quelque chose qu'on rabâche, que dont Azad n'arrête pas de parler, mais on a tiré 25 lancers francs dans le match. 25 c'est beaucoup. On n'en met que 20 entre guillemets, mais tirer 25 lancers francs c'est énorme. Si on pouvait être aussi agressif vers le panier tout le temps, ce serait vraiment bien. Je sais que Mazzulla dit que c'est pas trop leur jeu, que c'est pas forcément très grave s'ils attirent pas tant de lancers francs que ça. Mais si on peut faire ça, notamment en fin de match, quand c'est des matchs serrés, pour contrôler l'attaque, contrôler des points, contrôler les possessions, c'est vraiment très important. Contre une très bonne équipe, ça change le cours d'un match. Et là, on l'a vu, ça a changé le cours d'un match. Tatum, avant son 3 points clutch, il a aussi 3 lancers francs, il en met 2 sur 3. Et c'est comme ça qu'on reste dans le match. Donc voilà, c'était pour moi un match très représentatif de la saison, à la fois symboliquement et à la fois sur le jeu, qui a montré vraiment à quel point on était capable, malgré quelque chose qui n'allait pas dans l'autre sens, notamment la blessure de JB, à quel point on était capable d'aller rivaliser chez les plus grands, chez les meilleurs, même dans un contexte où on n'aurait pas forcément dû jouer aussi dur, quoi. J'aime bien que tu dises ça représente notre saison, parce que on a peu de tirs sur ce match, on perd la bataille des possessions, on concède beaucoup de rebonds offensifs et tout, mais en dehors des 25 lancers francs, on tire 87 fois. Sur les 87 tirs, il y a 49 lancers francs. Donc je sais pas si c'est un record, mais le ratio il est assez monstrueux. Donc c'est typiquement ce qu'on a vécu une bonne partie de la saison. Notre moyenne, elle est à peu près à un tir sur 2 qui est à 3 points. Là on est encore bien au-delà. Ah ouais, vous vous souvenez, en début de saison, vous me demandiez si je pensais qu'on allait tirer encore plus de 3 points. Je vous avais dit, je pense que oui, c'est possible, et c'est le cas. Ils ont été au bout du système. Je pense qu'ils ont tiré sur le système jusqu'au bout, au plus possible. Oui. Eh ben merci à tous les deux d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Voilà, je pense que l'épisode touche à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour vous? Alors, je précise qu'on déborde pas sur les playoffs. On a bien dit que c'était un épisode bilan de saison régulière. Donc, à part pour parler de playoffs, est-ce qu'il vous reste quelque chose? Non, réinsister sur le fait que c'était une super saison, même si on a dit elle est un peu, peut-être qu'on l'a vécu moins intensément que la saison précédente, mais alors moi j'ai dû voir sur les 82 matchs, j'ai dû en voir 77, 78, déjà les 2 derniers contre Charlotte, j'ai fait l'impasse très clairement, mais quel plaisir de voir une équipe performer comme ça et soir après soir être toujours au top de la performance. Il y a un dernier petit truc que je n'ai pas dit, c'était un fun fact qui est assez rigolo et il me tient un peu à cœur. Je suis désolé, je tourne des pages. On a eu 5 road trips toute l'année.
Pour moi, un road trip, c'est 3 matchs ou plus consécutifs joués à l'extérieur. Et à chaque fois qu'on est revenu à la maison sur ces 5 road trips, les 5 matchs de retour de road trip, donc on revient à la maison, on a perdu à chaque fois. Donc c'était un petit fun fact, mais les retours après un moment passé à l'extérieur, et ben se sont pas bien passés. Donc c'était juste, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste voilà, ça m'a fait sourire toute l'année et il n'y a pas eu une exception, donc voilà. Ouais, et moi pour compléter, comme me le glisse Johan, je vais parler du fait de Jrue Holiday parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de lui. Il fait une saison, correcte, pas dans les excès, ni positif ni négatif, mais je pense qu'avec son expérience, avec tout ce qu'il nous a montré, personnellement, j'ai pas trop d'inquiétude sur son niveau d'implication en play-off et sur son impact sur le jeu, surtout défensif. Donc voilà, je pense que c'est aussi très possible que ce soit sa dernière saison avec les Celtics. On a parlé des questions financières qui vont arriver cet été et c'est possible qu'il soit sur le départ un peu forcé malheureusement financièrement. Donc on va en profiter et on va essayer on va espérer que tout se passe bien. On a quand même on a eu quelques inquiétudes sur son niveau, mais dans ce contexte-là, dans le contexte des Celtics actuels, je pense qu'il est quand même bien à sa place et je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour les playoffs. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que si nous refait une campagne de playoffs comme l'année dernière, on va être dur à aller chercher. Ça fait beaucoup de mais il était très fort l'année dernière, comme j'avais trouvé vraiment, vraiment excellent sur toute la campagne. Ouais, mais je te dirai pas mon avis parce que le monsieur il m'a dit de pas parler des playoffs. Ah, mais je vais faire moi-même une entorse à ce que je viens de dire parce que je reviens sur ce que j'écoutais le podcast des copains de Dunk Hebdo qui ont parlé des Celtics hier et qui disaient justement sur Jrue Holiday que certes sa saison est pas trop brillante, mais que quand même s'il a gardé du jus pour les playoffs, il risque d'être une arme très intéressante pour nous si on va jusqu'en finale NBA, parce qu'il y a quand même un joueur qu'on risque de rencontrer et sa défense sur le point of attack, ce sera précieux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Complètement. Mais même, je sais pas, ce qu'on a vu de lui l'année dernière en playoff, notamment en finale, tout son jeu derrière la défense, là, sur la ligne de fond, on l'avait pas forcément beaucoup vu en saison régulière, et de ce point de vue, Mazzulla, il avait été assez brillant sur ses playoffs, et Jrue Holiday dans ce jeu d'intelligence, de placement et tout, c'est l'espèce de Rolls-Royce des role-players avec un petit rôle, mais moi il m'avait vraiment bluffé dans cette capacité à se prendre ce nouveau rôle beaucoup plus faible pour lui. Donc Elias il l'a dit, saison ok moins ou ok plus suivant les périodes. Le 3 points a l'air de revenir bien parce qu'au début de saison c'était vraiment pas ça. Donc ouais, on attend qu'une chose, c'est de revoir le Jrue Holiday de l'année dernière, tout simplement. Ouais, et on attend qu'une chose maintenant, c'est les playoffs. Donc playoffs qui commenceront pour nous, si je ne dis pas de bêtises, dimanche soir. Oui. Donc voilà, a priori à une heure sympa pour les Européens, puisque je crois que ça devrait être le deuxième match, si je dis pas de bêtises. Du coup ça devrait être 21h ou 21h30, un truc comme ça. Du coup pour nous c'est bon, les gars, merci beaucoup. Merci à toi Johan. Merci. Avec grand plaisir. Et puis chers auditeurs, chères auditrices, on vous dit donc à très bientôt. Dépêchez-vous. Enfin, bon, ça n'a pas trop de sens de dire ça maintenant, puisque si vous en êtes là, c'est que vous l'avez déjà écouté. Mais j'allais dire donc, dépêchez-vous d'écouter ce podcast, puisqu'il va vite être suivi d'un épisode de preview dès qu'on connaîtra notre adversaire, qui sera donc le Magic d'Orlando ou les Hawks d'Atlanta. D'ici là, prenez soin de vous, go Celtics, et à très vite. Salut. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams just down the stretch.